Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue à ce panel. Aujourd'hui, nous allons parler justement du financement pour la relance du secteur éducatif en République démocratique du Congo. On parle ici de ce 4 sous-secteurs. Ah ben oui, que devrait faire le gouvernement congolais pour assurer cette relance, la participation, l'implication de bailleurs de fonds, mais aussi d'autres partenaires qui accepteront ou qui ont accepté de soutenir les secteurs éducatifs. Comment faire, comment procéder, quelle politique mettre en place, quelles sont les priorités. Nous allons aussi mettre un accent particulier sur la qualité de l'éducation en cette période de consolidation de la gratuité. Est-ce possible de réussir la qualité? Quel doit être le bouton magique? Je ne suis pas seul sur ce plateau pour en parler. Nous avons deux panélistes. Nous avons avant tout M. Guy Lombela, qui est directeur général du FPF. Il aura le temps de mieux se présenter. Il aura quelques minutes pour nous éclairer la lanterne sur notamment ce que fait sa structure. Mais aussi, nous avons la chance et le privilège d'avoir M. Gardidiana, qui est également expert et aussi qui a eu quelques temps avec nous ici au ministère de l'EPST. Il aura également à nous donner sa version de choses. Mesdames et messieurs, je l'ai dit. Nous commençons déjà avec M. Guy Lombela, qui je souhaite la bienvenue. Bonjour. Alors, M. Guy Lombela, vous avez quelques minutes pour nous parler d'entre deux jeux de ce que fait et ce que est le FPF et les missions, les attributions, le fonctionnement, les difficultés, avant que l'on passe à autre chose. Bon, moi, c'est M. Guy Wembo-Lombela, directeur général du Fonds de promotion de l'éducation et de la formation, en sigle FPF. Brièvement, le FPF est un établissement de l'État avec autonomie de gestion qui a sa tutelle au niveau de l'enseignement, ministère de l'enseignement national, d'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Mais le FPF couvre ou appuie 6 ministères. Donc nous avons le ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, nous avons l'enseignement supérieur et universitaire, nous avons la formation professionnelle et nous avons la recherche scientifique, l'enseignement non formel qui est au niveau des affaires sociales et enfin la jeunesse. Alors, que fait le FPF? Nous essayons de mobiliser les fonds pour essayer d'appuyer dans tous les aspects de l'éducation qui commencent par les infrastructures jusqu'à ce qu'on peut aller vers l'enseignant aussi. Voici un peu ce que fait le FPF pour le moment. Voilà, on va déjà prendre la suite. On parle de ce financement innovant pour soutenir le secteur de l'éducation. Nous sommes d'abord et avant tout au niveau de la base. Quelles sont les contraintes pour réussir justement cet aspect de choses? Bon, je crois qu'il faut qu'on parle du financement un peu d'une manière différente au lieu de l'attaquer sous cet angle. Globalement, il faut comprendre le financement de l'éducation, quelles sont les différentes portes qui sont là. Nous avons le budget de l'État, où les partenaires essayent de nous pousser à un certain niveau. Nous avons les bailleurs, qu'on appelle les partenaires techniques et financiers, qui viennent avec de financement bilatéral et multilatéral. Nous avons aussi le financement innovant qui passe comme chez FPF, c'est-à-dire on court derrière certaines parafiscalités. Et nous avons les privés qui sont là aussi pour le financement. Mais il y a un aspect du financement qui est très négligé mais qui est important de capter plus tard, c'est tout ce qui circule dans le secteur de l'éducation. Lorsque les parents payent un frais, lorsqu'ils payent une participation à une évaluation, tout ça c'est aussi le financement de l'éducation. Donc globalement c'est cela. Alors pour le FPF pour le moment, le décret quand le FPF a donné au FPF 6 sources de financement, dont seulement 2 marchent pour le moment. Nous avons droit à récupérer le Minerval au niveau de l'école secondaire, parce que l'école primaire publique est dans la gratuité, mais aussi au niveau de l'école primaire
et maternelle du côté des privés. Et nous avons aussi une quotité de frais de fréquentation, donc le Minerval, au niveau de l'enseignement supérieur. C'est avec cela que nous essayons de travailler. Ce n'est pas encore là où nous attendons le FPF, mais c'est déjà un début. Les autres financements sont jusque-là bloqués. On va parler des difficultés, les auto-difficultés créées par le système lui-même qui empêchent les structures de l'État de fonctionner comme il faut. Gardi Diana, j'aimerais que vous puissiez rebondir aussi sur ce que venait de dire M. Guy Lombella. On parle du financement du secteur de l'éducation. Il a présenté les quelques portes, mais est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que ces portes-là se font ressentir en termes de financement? Est-ce que la RDC bénéficie de manière concrète, avec impact visible, de ce financement? Avec impact visible, je le dis. Merci pour la question. Je crois que, si je comprends votre question, c'est demander si on sait ressentir l'implication des autres partenaires techniques et financiers dans le financement d'un secteur où la demande est croissante régulièrement. Bon, la vérité, c'est que il est impossible de pouvoir nier, parce que c'est des partenaires très essentiels au sous-secteur de l'éducation dans bien de domaines. Sur les questions de financement, moi j'ai toujours eu un petit problème sur la méthodologie de financement. Je suis d'accord que sur ces secteurs-là, qu'on passe par des financements indirects qui ne passent pas par la balance de paiement, c'est tout à fait logique pour pouvoir avoir des résultats de manière directe. Mais dans le fond, moi, ce qui me dérange, c'est dans la définition de priorité sectorielle. C'est à ces niveaux-là qu'il y a un petit problème. Et si vous posez la question à un technicien en interne, il vous dira que c'est un ressenti direct et général, parce que c'est des gens qui sont en contact de chiffres et des différents rapports avec les partenaires. Mais dans les vrais bénéficiaires en interne, on a l'impression que cette implication est très faible, et ce qui n'est pas faux. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup se plaignent du choix ou de l'orientation de financement des différents partenaires techniques et financiers, alors que si vous regardez les priorités, que ce soit nationales ou des priorités sectorielles, parfois on est très loin de toucher le vrai problème, qui aussi ont des incidences directes. Et si on reste dans le 3 axes essentiels de la stratégie sectorielle, on a plus l'impression que les partenaires sont restés, on fait focus sur la question qualité bien avant, par exemple dans l'aspect accès. On n'a pas senti l'implication des partenaires pour pouvoir absorber cette masse scolaire qui est venue au niveau primaire avec cette gratuité de l'enseignement. Mais dans le fond, il y a des implications qui, du reste, semblent être encore faibles jusque-là. Alors, Monsieur Lombella, on parle de ces sous-secteurs. Vous êtes beaucoup plus, vous représentez le gouvernement à travers la structure FPF, mais on va généraliser un peu la question. Ici, le gouvernement a un regard projeté vers la qualité, et pour réussir la qualité, il faut de fonds. Vous avez présenté le porte, oui, on doit le dire, des partenaires techniques et financiers existent, mais il y a quand même des difficultés en termes de préalables, en termes d'accès aux fonds qui sont disponibilisés pour la RDC. Et là, c'est comme une barrière. Comment faire pour capter tout ce qui est présenté ou qui se présente au profit de la RDC? Quelle stratégie pour réussir le financement du secteur afin d'atteindre cette qualité? Parce qu'avec seul le FPF, on ne pourra pas réussir, ça c'est évident. Bon, je pense que le FPF seul, c'est une utopie, mais le FPF n'est pas le seul acteur dans le financement de l'éducation. N'oublions pas que nous avons le budget de l'État. Alors, il y a quelques obligations vis-à-vis de l'État, parce que l'État est membre, par exemple, du Partenariat mondial de l'éducation, qui recommande que 20% du budget de l'État soit alloué dans le secteur de l'éducation. Nous n'avons pas atteint 20% depuis que le partenariat mondial a commencé. Je crois qu'une fois, depuis qu'ils sont revenus ici, nous sommes arrivés vers 18%. Je crois que dans le budget de 2024, nous sommes à 18%. Mais l'éducation nationale prend déjà près de 14%. Par la nature même de son budget, parce que le budget du ministère de l'Éducation nationale, c'est un budget salaire, c'est-à-dire 80% ce sont les salaires,
vous avez un peu de fonctionnement et les investissements, c'est moins de 5%. Donc si déjà au budget de l'État, les investissements sont moins de 5%, ça veut dire, comme l'expert a dit, l'État aussi a du mal à construire pour absorber cette masse. Mais il y a eu quelques progrès avec le projet de PDL 145 qui a construit des écoles et d'autres projets aussi qui viennent pour aider un peu. Mais c'est tout un ensemble. Nous avons la stratégie sectorielle qui définit certains objectifs, mais c'est tout un ensemble, il faut avancer. Si nous ne voulons regarder que ce que les bailleurs externes peuvent amener, ils viennent aussi avec certains éléments qui sont importants pour eux. Je peux vous dire, par exemple, depuis 2012, par exemple, vous avez certaines provinces qui n'ont jamais vu un projet d'éducation là-bas. Et ça tourne toujours autour de certaines provinces, mais si je vous cite le Haut-Ouélé ou Bas-Ouélé ou le Sankourou, je n'ai pas vu de projet d'éducation directement dans ces provinces. Donc, ça, ce sont les réalités que l'expert voulait dire qui viennent avec ce financement. Mais le modèle peut-être est que on doit essayer d'arriver à un panier où tout le monde vient déposer dans ce panier et le gouvernement peut exécuter, accompagné des experts, pour exécuter certains projets. Mais la difficulté est là et la croissance démographique est là. La population scolarisable continue à croître et s'il n'y a pas un plan bien défini pour absorber petit à petit à travers le temps, nous allons toujours avoir ce déséquilibre entre l'offre et la demande scolaire. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle du financement, on entend des chiffres qui retentissent dans nos oreilles, des très grands chiffres, des grosses enveloppes, mais dans la faisabilité, on ne le sent pas. Je parlerai même de l'orientation de fonds qui pose problème. Vous êtes expert, dites-nous, est-ce que encore de ce côté-là, le gouvernement manque de politique d'orientation et même des capacités d'absorption, on le dit très souvent, pour capter et même affecter ces différentes enveloppes qui sont mises à leur disposition? Bon, la stratégie sectorielle de l'éducation est définie par 3 axes, comme on a dit, l'accès, la qualité et la gouvernance. Dans la partie gouvernance, ce sont les réformes que nous devons amener. Je prends le cas du projet PERS, qui est un projet de 800 millions de dollars. Je vous informe que j'étais coordonnateur adjoint de ce projet. 100 millions, c'est pour piloter le projet. Et 800 millions sont des appuis budgétaires. Mais ce sont des appuis budgétaires en termes de remboursement de la dépense que l'État a engagée dans le paiement et le fonctionnement des enseignants de l'école primaire et des écoles primaires. Donc, quand on entend 800 millions, tout le monde s'imagine que voilà, on va construire des immeubles. Mais ce sont des remboursements, c'est-à-dire que l'État a payé les salaires, l'État a doté les écoles des frais de fonctionnement. Lorsque le projet atteint un certain nombre de résultats, le bailleur, à ce titre la Banque mondiale, rembourse cette dépense à l'État. Donc, c'est de l'argent qui rentre à l'État et comme vous savez, la caisse de l'État est fongible, c'est de l'argent qu'il a dépensé. Quand ça revient, l'État a l'autorité d'affecter de l'argent, cet argent, là où il veut. Mais nous plaidons pour qu'une partie revienne à l'éducation. Ça, c'est un autre sujet. Mais c'est un projet de réforme. Et les réformes, c'est difficile de voir un bâtiment. Mais il faut faire les réformes pour changer les choses, pour essayer d'améliorer la gestion et pour faire avancer certains standards. Donc il y a aussi de l'argent qui sont investis dans la gouvernance que nous ne pourrons pas palper directement sur le terrain. Parce que sur le terrain, quand on dit accès, ce sont des bâtiments, on peut venir et on voit, il y a un bâtiment qui a poussé. Quand on dit qualité, on peut venir, on voit qu'un enseignant a été formé. Mais une réforme peut rester pendant des années avant de voir les résultats. Donc je pense que l'État fait de son mieux,
Mais il reste encore de regarder le financement interne. Et ça, ce n'est pas assez regardé parce que nous avons des compagnies minières qui ont des obligations sociétales. Je me rappelle, je travaillais dans un projet britannique Accélère qui était un projet de gouvernance. Nous sommes allés vers le maire de la ville pour essayer de l'aider pour l'argent qu'il recevait en rétrocession des miniers, pour essayer de mettre un peu dans l'éducation. Donc il y a ce genre de montage qu'on doit faire qui peut résoudre certains problèmes localement et laisser les gros morceaux au niveau du budget de l'État et au niveau des partenaires qui viennent aider. Gardidiana, lorsqu'on regarde un peu la Corée, vous allez compléter, et même d'autres pays, sur d'autres cieux, on se constatait que l'éducation est en premier lieu. L'enseignant occupe sa place et est mieux payé comme fonctionnaire de l'État. Et au-delà de ça, le budget est assez conséquent. Ici, monsieur Guy Lombella a parlé du financement à l'interne qui pose problème. Est-ce que le gouvernement congolais prend cette conscience lorsque vous regardez la manière dont les choses sont réparties, que l'éducation doit passer en avant-plan, et si ce n'est pas le cas, quelle devrait être la bonne orientation selon vous? Bon, il est toujours difficile de pouvoir apprendre dans le sens global la détermination du gouvernement parce que dans le fond, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en compte. Je prends par exemple aujourd'hui, on parle, c'est vrai que le souhait au départ c'était d'atteindre le 20% dans le budget. Je ne suis pas sûr qu'on est à 20 et je ne suis pas sûr qu'on est à 18 parce que 1,8 milliard sur un budget de 18 milliards, je pense qu'on est dans les 10, 6 fois jeté 10 ou 11% à peine possible en termes de ressources internes. Maintenant, il faudra compter aussi à ces niveaux-là sur l'apport extérieur. Mais dans le fond, moi je pense que le sous-secteur est autant victime que les autres secteurs de la République de par la programmation des questions de finances. Je vous donne un exemple. Quand on rentre, il faut révisiter l'exercice 2023. Vous verrez que dans l'exécution budgétaire du sous-secteur de l'EPST, on n'a pas atteint le 100%, 80%, je ne pense même pas. Parce que dans cette programmation-là, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en compte. Mais je pense, moi je l'ai toujours dit, dans le sous-secteur de l'éducation, je pense qu'il faut intégrer la dimension investissement. La dimension investissement voudra à ce qu'on quitte cette approche assez de rente où les ressources sont généralement affectées pour la consommation, que ce soit des institutions, encore le paiement des agents et autres. Il faut aller dans la dimension investissement parce que je parlais ici de la masse scolaire qui accroît avec les réformes menées en interne, notamment la plus grande réforme qui est la gratuité au niveau primaire. Mais avec ça, la dimension investissement n'existe pas. On est dans cette approche, c'est-à-dire on ne sait pas se constituer un capital productif pour pouvoir aller vers les projets intégrateurs, même dans les secteurs de l'éducation, pour permettre à ce qu'on puisse mieux encadrer même ce qu'on aura bénéficié de la part de nos partenaires. À ces niveaux-là, il y a de la volonté, mais il y a des paramètres en interne qui prouvent à suffisance que malgré cette bonne volonté, on ne sait pas atteindre les objectifs. Et je pense, à mon sens ici, c'est au niveau de réforme, il y a lieu de pouvoir réfléchir à nouveau. Dans l'élan de cette parafiscalité, je pense que pour un État comme le nôtre, pour un État qui dépend essentiellement de l'industrie extractive, il faut penser à faire impliquer les partenaires économiques dans le secteur de l'éducation, comme on l'a enlevé entre les mains des parents qui, autrefois, prenaient presque 73% de charge dans le sous-secteur. Et à ce niveau-là, il y a possibilité. On peut citer différents secteurs, notamment dans le secteur aujourd'hui avec l'accroissement de matières stratégiques. Il est possible que l'État puisse déduire un peu de moyens dans ça pour pouvoir soutenir l'approche investissement dans le sous-secteur de l'éducation. Vous savez, on peut parler de la qualité aujourd'hui, mais pour moi, il est difficile de pouvoir parler de qualité si on ne sait pas répondre aux exigences de l'accès. Parce que pour moi, dans l'éducation, il y a les questions de finalité qui comptent. Si aujourd'hui l'État est parti sur l'approche de pouvoir reformer, rendre l'enseignement primaire gratuit, c'est parce que la finalité, c'est répondre aux besoins d'ordre étatique, notamment en termes de qualité de la main-d'œuvre. Et si on reste dans des approches minimalistes, de pouvoir rester dans, j'appelle ça le maintien à la routine comme autrefois, on risque de se perdre un tout petit peu. Et ce qui rend la tâche difficile, notamment aux différents acteurs qui interviennent dans le sous-secteur, ce qu'on apporte comme budget, ce qu'on amène comme programmation budgétaire, parfois ne répond qu'aux besoins minimalistes.
besoins de consommation, salaire, frais de fonctionnement et autres. Et aujourd'hui, c'est la preuve que les différents projets que j'estime très cruciaux traînent encore. Parlons de la question de la qualité. Où sommes-nous aujourd'hui avec le centre de formation des enseignants? On a besoin de l'intervention de l'AFD qui doit intervenir, mais encore à ces niveaux-là, regardez dans la faisabilité des choses, vous verrez qu'il y a quelques éléments, il y a quelques facteurs internes qui nous bloquent encore. Et ça, je pense aussi que s'il faut compter sur l'AFD, ce sont des approches à la limite de base, mais après, pour pouvoir implémenter ces projets, pour amener la notion de proximité dans la formation des enseignants, ça sera le travail de l'État. Mais est-ce que l'État aujourd'hui, vous avez l'impression, moi vous savez, au-delà d'être vrai, je veux être juste, cet État a plusieurs priorités. Quand on est un État comme la RDC, avec autant de chantiers, il est aussi difficile de pouvoir demander beaucoup trop à cet État-là. C'est pourquoi je pense qu'il nous est donné les possibilités avec les outils qu'on a, par le partenariat public-privé, par la nouvelle dynamique au niveau mondial de la débudgétisation de différents secteurs cruciaux, de pouvoir trouver des ressources nécessaires pour pouvoir remettre de la qualité et apporter l'essence du développement dans ce secteur. Mais s'il faut rester que sur l'État, je pense que la volonté y est, mais le problème c'est dans le mécanisme, et le problème c'est dans le réforme en interne. Le plus grand problème reste dans la gouvernance interne sur les questions du financement du sous-secteur. Je voulais bondir sur ça. Je pense que j'ai parlé des différentes portes. L'élément fondamental sur le financement de l'éducation, c'est qu'il faut entrer vers la loi. Et c'est là où nous devons commencer à corriger les choses. La loi cadre parle de financement de l'éducation, mais c'est resté vide. Et si au niveau de la loi, ce n'est pas bien défini comment on peut créer ce financement en dehors du budget, donc il faut qu'on travaille sur ce projet. Et le FPF est en train de travailler sur cela pour aller toucher la loi, parce que ça peut corriger beaucoup de choses. De l'autre côté, le gouvernement ne changera pas en 5 ans, parce que le budget du ministère de l'enseignement de l'éducation nationale est purement un budget des salaires. Donc, l'aspect investissement, nous pouvons dire que pour le moment, chaque fois que je vérifie les chiffres, pendant plusieurs années, je dirigeais toute la partie de budget de l'éducation nationale. Nous sommes toujours en dessous de 6%. Donc, on ne sait pas faire et les partenaires viennent nous aider. Mais j'insiste toujours sur le financement interne. Le financement interne n'est pas seulement le budget de l'État. D'abord, si nous touchons la loi, dans la loi cadre, on touche la partie financement de l'éducation, nous pouvons déjà définir des financements innovants qu'on peut ramasser à travers la République. L'instauration, par exemple, de la taxe, beaucoup le disent, bon, une taxe de l'éducation. Appelez ça comme vous voulez, mais je n'aimerais pas des taxes de l'éducation, mais on pourra avoir 0,5% sur telle matière, 0,5%, 1% quelque part, et quand nous réunissons cela, on peut faire une planification. Faites-en de propositions concrètes, justement. Voilà, nous sommes en train de travailler dessus, nous avons quelques propositions, et à temps opportun, on va demander à un honorable de porter ça au niveau du Parlement, pour essayer de bousculer un peu. Si cela est réglé, il y a un peu de financement qui peut sortir de là. Maintenant, l'autre problème, c'est... Donc on peut décoller sans compter sur les autres. Avec ce que nous avons, en y mettant la stratégie, on peut décoller. Nous sommes un pays. Nous ne pouvons pas éternellement compter sur les autres. Les autres viennent nous aider là où nous n'arrivons pas. Mais le gros doit être fait par le pays. Okay? Donc il y a ça. Il y a les privés qui sont là, mais il faut fédérer cela. Il faut amener une gouvernance, il faut amener des éléments concrets pour que ça puisse avancer. Je donne un exemple. Vous avez l'enseignement technique, par exemple. Okay? Les enseignants de l'enseignement technique ne doivent pas souffrir de la qualité, parce que s'il y a des industries qui sont sur cette filière-là, qui peuvent aider ces écoles ou ce groupe d'enseignants pour amener faire une politique pour pouvoir avancer.
Donc la question reste toujours comment bouger la loi pour générer un peu plus, et aussi au niveau de l'éducation, d'avoir des politiques claires sur certaines matières. Je prends l'exemple de l'éducation en urgence. Nous avons les déplacés des guerres, j'étais à Goma, j'ai vu dans une école à Boulengo, où 19 autres écoles qui étaient dans les zones de guerre se sont déplacées là. 5400 ou 6000 étudiants et élèves dans la même enceinte. Mais on n'a pas une politique d'éducation en urgence. On n'a même pas encore une stratégie d'éducation en urgence. La stratégie nationale, le service sectoriel parle un peu, mais il faut aller un peu plus loin. Donc il faut qu'on règle tout ce problème de cadre normatif pour qu'on soit capable de commencer à prendre en charge les différents aspects de l'éducation. Donc, la qualité des enseignants. Bon, on a parlé de l'éducation à distance, où tout le monde ne doit pas nécessairement se déplacer à Kinshasa pour être formé. Pourquoi nous avons peur de numériser, par exemple, tout le circuit de financement, de paiement, par exemple, dans le secteur de l'éducation? Ça va résoudre beaucoup de problèmes. Pourquoi un parent doit... Les écoles privées le font. Vous allez dans une banque, vous payez et vous ramenez le ticket au niveau de l'école. Mais pourquoi on ne peut pas le faire à l'école publique, par exemple? On peut dégager des fonds, on peut dégager des surplus, on peut minimiser le non-paiement et affecter cela dans les différents aspects, surtout pour la qualité des enseignants, qui est une formation continue et qui, pour moi, ne nécessite pas nécessairement que tout le monde puisse se déplacer ou qu'on ait des écoles de formation de maîtres partout. Donc, on doit continuer à réfléchir. Il y a plusieurs pistes. Il y a des mesures qu'on peut prendre à court terme et d'autres à moyen terme, un peu à long terme. Mais je pense que nous devons repenser le financement interne. Et de ce financement interne, bien définir la gouvernance et mettre en place une stratégie pour que ce qui est capturé à l'interne puisse servir concrètement et directement pour avoir, comme vous avez dit, des résultats palpables au niveau de l'enseignant et au niveau de l'enfant. Très bien. Gardez d'un Je crois que s'il faut revenir sur la question de financement, vous savez, on est tous tentés aujourd'hui de dire que pour gagner en célérité et en traçabilité, notamment dans le sous-secteur, moi je comprends quand on parle de financement interne, c'est de pouvoir numériser les choses. Mais je ne pense pas qu'avec la culture interne, je ne pense pas qu'avec une bonne politique de réorientation, cette célérité nous sera utile de manière telle que voulue. Je crois qu'aujourd'hui, le vrai problème à ces niveaux-là, sur les questions de financement, notamment le financement interne évoqué ici, c'est aussi cette culture, cette crise de confiance qui existe. J'ai décelé dans le chef des différents intervenants, des différents acteurs, notamment au niveau sectoriel, une forme de crise et de méfiance vis-à-vis de l'État. Par exemple, aujourd'hui, décider de numériser les différents paiements en interne du sous-secteur de l'EPC, la centralisation de choses voudrait que l'État en ait un droit de regard. Mais nous connaissons tous aujourd'hui que cet État-là constitue aussi une faiblesse. La rétrocession n'est pas un fort de l'État congolais quand il s'agit de politique de développement. L'État congolais ayant plusieurs priorités ne sait pas souvent s'aligner entre les priorités sectorielles et les priorités au niveau national. Et c'est ça le chevauchement. Il suffit de regarder l'orientation de paiement, cette balance de paiement pour vous rendre compte qu'il y a un peu de l'aléatoire dans ces choses-là. Dans l'élan de la gestion de l'autonomie, par exemple, moi je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, on peut parler à très long terme, mais à moyen terme, s'il ne dépend que de la loi, il est possible que, d'ici les trimestres qui arrivent, qu'on trouve un moyen de dégager une source de financement pour le sous-secteur de l'EPC. Je ne pense pas que c'est une question, je ne pense pas qu'il faille beaucoup de temps pour ça. On est d'ailleurs à la croisée du chemin avec la gestion, la judiciarisation de la commercialisation de matières stratégiques aujourd'hui. Il y a beaucoup de réformes qui sont menées en interne. C'est le moment pour moi de pouvoir
voir s'il est important de pouvoir insérer le secteur de l'éducation qui a besoin d'autant d'investissements au regard de la démographie et de la masse scolaire. Je pense que ce n'est pas une question à long terme. À moyen terme, je serai dubitatif. Je crois que dans les jours à venir, dans les 2 trimestres qui arrivent, avec un peu de volonté, avec l'accompagnement des législateurs, il est possible de pouvoir en arriver. Mais en interne, je pense que le sérieux dans la programmation budgétaire, de la part de l'État, surtout des surquis budgétaires, permettra de pouvoir évoluer et de pouvoir répondre à quelques exigences. Parce qu'aujourd'hui, on a consolidé la gratuité, mais il y a un sentiment du dégoût en ce qui concerne la question de l'accès. On ne sait pas résoudre la gestion des effets induits. On ne sait pas aujourd'hui juguler les différents mouvements de masse qu'il y a. On ne sait pas répondre aux besoins de la qualité des infrastructures. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si on veut décider de pouvoir se mettre des pleins pieds dans les orientations de la qualité, on a peur que l'engrenage puisse bloquer un tout petit peu parce qu'il y a encore de passifs de cette approche-là. Je sais que la question de l'accès, quand on est un État comme la RDC avec une démographie galopante, ça sera toujours une question d'actualité et régulièrement. Mais à la limite, il faudra qu'on arrive à maîtriser les différents effets. Il faudra qu'on aille dans l'approche programmatique pour pouvoir éviter les effets surprises, comme on en a eu depuis toujours. Et moi, je reste convaincu qu'aujourd'hui, avec l'accompagnement des législateurs, avec le travail de fond, par exemple, si je peux mettre le FPF dans le lot, il y a lieu de pouvoir réfléchir très rapidement, parce que dans le domaine d'intervention du FPF, c'est assez large et assez multiforme, mais je pense aussi que ça sera une occasion pour pouvoir remettre cette structure dans son rôle naturel. Parce qu'aujourd'hui, il ne servira à rien de pouvoir donner le frais de fonctionnement, mais c'est plutôt un partenaire qui doit servir de béquille à la problématique soulevée ici sur les questions d'intervention dans différents aspects, dans la trilogie du sous-secteur de l'EPST. Pour ça, il faut le moyen. Je crois que il faut réfléchir le plus tôt possible. Je suis convaincu que s'il y a une bonne réflexion, avant qu'on atteigne la fin de l'année, on peut déjà réfléchir à comment pouvoir capter les différentes ressources. Monsieur Guilombela. Oui, quand nous parlons court terme, évidemment, on peut aller rapidement avant la fin de l'année. Mais je pense qu'on ne doit pas avoir peur de l'État. L'éducation au niveau de l'enseignement national, donc primaire, secondaire, c'est déconcentré. C'est-à-dire que les provinces ont un grand rôle à jouer. Mais le FPF, je vous cite quelques difficultés. Et là, c'est un problème de gouvernance parce que l'État crée des établissements et l'État crée des blocages vis-à-vis de l'établissement. Je donne un exemple. Le FPF devrait recevoir des fonds du fonds minier. Et jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons reçu aucun dollar. Quelques mois après, le décret du fonds minier a été reformulé et le bénéfice ou l'avantage qu'on avait a été écarté. Donc, d'un côté, l'État crée un établissement en disant tu prendras des fonds au fonds minier. De l'autre côté, le même État reformule le décret du fonds minier pour dire tu ne donneras pas à cet établissement. Ça arrive, on a relevé ce point, on a fait monter ça au niveau des autorités. Nous devons recevoir au niveau de l'autorité de régulation des postes et communications. À ce jour, nous ne recevons rien parce que, au même moment, la même autorité est dans la construction ou les rénovations des universités. Donc, il est déjà dans le secteur de l'éducation. Donc, on a certains blocages comme ça par la nature qui doivent se régler d'une manière politique pour qu'on puisse avancer. Mais ce que je voulais dire, c'est nous ne devons pas avoir peur de numériser le financement interne. Je prends le cas, nous avons financé au niveau de l'enseignement supérieur universitaire pour numériser le paiement. Aujourd'hui, il y a une dizaine des universités, les grandes notamment, qui sont passées à ce système numérique. C'est-à-dire que lorsque un étudiant paye quelque chose, s'il est de l'UNIKIN ou de la Haute École de Commerce ou de UNILOU ou de l'Institut supérieur techniques appliquées, quand il va en banque, il paye, automatiquement, le comité de gestion peut voir qu'il y a eu de l'argent qui sont entrés et
bientôt, moi, le FPF, je pourrais voir qu'il y a un étudiant qui a payé pour venir réclamer la quotité. Maintenant, on doit pousser le système plus loin en disant, voilà, au lieu maintenant qu'on attende que l'institution ou l'université puisse sortir de la banque et payer la quotité, on peut donner une clé à la banque pour niveler dans les différents comptes des bénéficiaires. Donc, moi, je pense que c'est possible. Et ça va résoudre un grand problème de financement interne parce que lorsque l'argent passe entre les mains des individus, évidemment, il y a toujours des problèmes. On peut résoudre le problème de frais de fonctionnement, on peut résoudre beaucoup de problèmes avec cela. Mais je pense surtout aussi que le moyen terme ou le long terme est important parce que si nous touchons à la loi, nous touchons au long terme. Et là, ça peut nous sécuriser pour qu'on puisse avancer. Les blocages que le FF a connus, c'est quoi? Il y a un décret qui dit vous allez recevoir du fonds minier des fonds. Nous avons une mission, on sait qu'on doit aider, on a fait un plan, dès qu'on a ça, on va aider comme ça. Mais il faut que les deux ministres signent un arrêté interministériel pour définir les choses. Entre-temps, le gouvernement a une clause que l'argent du fonds minier, il faut présenter un projet au niveau du gouvernement. Et une fois accepté, alors le fonds minier peut exécuter. Donc, vous voyez un peu, on a créé quelque chose et puis on a verrouillé directement. Donc, ça, ce sont des problèmes réels et je suis d'accord avec mon collègue sur la gouvernance et surtout sur la volonté de vouloir régler quelque chose. Concrètement, dans les mois qui suivent, nous, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons déverrouiller, parce que c'est le gouvernement congolais, nous pouvons déverrouiller le problème de fonds miniers, et là, ça crée déjà une bouée, et ensemble avec l'éducation nationale, on peut se dire, ce qui viendra de ce fonds minier, voici comment on va l'orienter dans le système. Donc ça, ce sont des choses qui peuvent se faire, parce que ça ne dépend pas des partenaires de l'étranger, ça dépend du gouvernement congolais et ça peut se faire rapidement. Très bien. On va se quitter. J'aimerais d'abord et avant tout vous poser une petite question. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la gratuité a dérangé le fonctionnement du FPF? Parce que le prélèvement se faisait aussi à ce niveau-là. Bon, je pense qu'il ne faut pas poser la question comme ça parce que la gratuité, c'est une politique très importante et bénéficiaire pour l'enfant congolais. Le FPF travaille pour l'enfant congolais. Donc, si le bénéfice de l'enfant congolais passe par la gratuité, le FPF n'est qu'une composante du gouvernement. Et c'est pour cela que le gouvernement... Il y a quand même eu un manque à gagner. Oui, mais il y a un manque à gagner. Oui. C'est pour cela que le gouvernement... Non suppléé, d'ailleurs. Non, le gouvernement a suppléé, mais ce n'est pas mis en application. Le gouvernement a dit, bon, cette fois-ci, vous prenez chez le fonds minier, par exemple, ou vous prenez à l'INPP, ou vous prenez au FPI, ou vous prenez dans toutes ces sources. Des sources non activées. Oui, on reçoit un petit rien du FPI, mais ce n'est pas à la hauteur qu'on voudrait. Mais pour le reste, c'est non activé. Oui, du fait que ces sources ne sont pas encore activées, nous manquons un peu, mais la politique de la gratuité n'a pas amené un manque à gagner au FPF. Gardigana, un conseil au gouvernement, puisque ce sont les financements qui manquent. Vous avez appris avec nous dans l'histoire qu'à un moment, les PST, pour parler de l'ancienne nomination, où actuellement l'éducation nationale était le sous-secteur qui faisait bousculer beaucoup de partenaires en termes de financement. Aujourd'hui, on sent quand même une sorte de réticence. Est-ce que c'est une question de crédibilité ou c'est une question de manque de politique? Qu'est-ce qu'il faudrait faire en ce moment pour réussir la qualité, bien sûr, mais en même temps, le financement qu'il faut pour la relance du secteur? J'accorde la même parole aux deux débatteurs. Ouais. Je ne pense pas qu'on peut remettre en question la crédibilité. Par preuve, c'est que ces TPST-là, aujourd'hui, quand on se réjouit au niveau économique d'avoir conclu la 6e revue avec le Fonds monétaire international, il y a un nombre d'indicateurs dans l'exécution de ce fonds alloué.
C'est peut-être à faible échelle, mais je crois que ces partenaires ont également investi le secteur de l'éducation. Le PDL 145 territoires avec la Banque mondiale est un indicateur qui nous a emmenés à ces niveaux-là. Mais dans l'ensemble, un peu comme avec les PC, le conseil que je donnerais au gouvernement, c'est de pouvoir un peu rester dans l'approche programmatique. La preuve, le bémol qu'on a constaté dans ça, c'est les dépenses exceptionnelles. La frivolité dans la programmation budgétaire reste un problème. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que M. Guy m'a conseillé de ne pas avoir peur de l'État, mais je veux lui dire la vérité, moi j'ai toujours eu peur de l'État. Parce que, autant qu'il a dit à la fin, l'État devient à la fois la solution et le problème. C'est ça le malheur chez nous. Pourquoi? Parce que dans les approches conjoncturelles, face à la multitude de priorités, on a tendance à minimiser d'autres priorités pour aller privilégier d'autres. Or, si on est dans une bonne programmation, il n'y a pas lieu de pouvoir aller empiéter aux priorités sectorielles d'un coin pour pouvoir répondre à d'autres exigences. Donc cette crainte-là est avec nous. Bon, c'est vraiment pas de la crainte, mais un peu de méfiance. Moi, je peux le dire peut-être. Et je crois que la plus grande difficulté qu'on a ici, c'est dans la gouvernance au niveau finance. Il faudra qu'on arrive à respecter cette programmation établie par nous-mêmes. Il faudra qu'on arrive à respecter les priorités telles que définies. Il faudra qu'on arrive cette fois-ci à accorder la place des choix aux différents secteurs et surtout veiller à l'exécution convenable des édits budgétaires. Mais au-delà de ça, puisqu'aujourd'hui, on peut se réjouir du fait qu'avec ces différents partenaires, on a gagné en crédibilité, en notoriété, parce que historiquement, on a réussi à conclure favorablement un plan de financement avec le FMI. Le problème maintenant, c'est qu'il faut faire évoluer les choses. Je pense qu'on a gagné le droit de pouvoir s'asseoir autour d'une table et de marier le besoin d'intervention de partenaires aux priorités définies par l'État congolais pour éviter à ce qu'il y ait un peu cette sorte de faiblesse dans les orientations de la politique de financement public. Mais dans le fond, je crois que cet État-là doit se montrer sérieux dans sa programmation, dans cette question de gouvernance. On n'aura pas à revenir sur ça, on n'aura pas à revenir sur ces mots, on n'aura pas à mettre les autres devant des faits accomplis parfois très nocifs et très négatifs, surtout pour un secteur important comme l'éducation. Merci, M. Guy. Je crois que le secteur est toujours crédible parce qu'on a une enveloppe de plus d'1 milliard de dollars en éducation. Vous avez le projet PERS qui a 800 millions. Je pense que les 2 autres projets qui sont en cours. Et je me rappelle, lorsque j'étais au projet PERS, nous nous battons pour le décaissement parce que à ce moment-là, les indicateurs du cadre légal, ça amenait un peu à faire monter la cote de la République. Et je crois aussi que l'éducation nationale restera toujours une priorité, et pour les bailleurs, pour le pays. Mais je pense que un élément important que mon collègue vient de dire, c'est bien matcher les priorités de l'État avec les financements qui viennent à l'extérieur. Et moi, j'insiste encore, bien mettre en place un système d'encadrer le financement interne. Et ce travail peut être fait et ça va aider parce que, comme j'ai dit au début, il y a des provinces qui ne bénéficient pas de ces différents projets. J'ai cité ici le Haut-Zouélé, Bas-Zouélé, le Sankourou, pendant près de 20 ans où les projets ont circulé, ils ne sont pas là. Et comment on peut les aider? C'est à travers les financements internes. Et je crois qu'on a dit la même chose. L'éducation restera une priorité. Nous devons nous améliorer dans la gouvernance. Je peux aller loin si vous avez une seconde encore. Le projet PERS devait faire ce qu'on appelle la rationalisation, parce qu'il y a une adéquation entre le cadre organique des bureaux gestionnaires et les effectifs qui sont là. Si vous avez un bureau qui est défini dans son cadre organique pour 60 personnes et que vous en avez 500 ou 600, là il y a un problème. Mais au même moment, le projet est en train de travailler sur la rationalisation et au même moment, vous regardez les effectifs qui sont en train d'accroître. Donc c'est un peu ça la difficulté de la gouvernance et je pense que nous pouvons réussir si nous continuons à réfléchir, nous mettons à table pour que d'ici décembre on dégage des fonds pour répondre rapidement à certaines questions qui sont cruciales comme la qualité, comme les NP et ainsi de suite. Merci beaucoup pour votre disponibilité.
Merci. Merci, Merci. À vous également d'avoir suivi. La suite, c'est au prochain numéro et ça sera avec un autre panel. Au revoir et à très vite.